Comment lutter contre le Covid-19 ? Une question qui revient sans cesse depuis près d'un an maintenant. Les pouvoirs publics du monde entier ont tenté plusieurs méthodes qui ont plus ou moins bien marché selon les endroits. On va parler ce matin notamment du couvre-feu. On va essayer de savoir si ça marche, si ça a marché en Guyane. Une étude a été publiée au mois d'octobre par 13 chercheurs du CNRS, de Santé publique France, de l'Institut Pasteur, l'ARS Guyane et plusieurs autres universités. Pour en parler, nous sommes donc ce matin avec Claude Flamand, le responsable de l'unité d'épidémiologie à l'Institut Pasteur de la Guyane. Bonjour. Bonjour. Claude Flamand, avant de revenir sur cette étude, on va peut-être commencer par une question d'actualité. Votre avis sur la situation épidémiologique actuelle? Les chiffres montrent que la deuxième vague est derrière nous, mais le CST, le comité scientifique territorial de la CTG, a encore alerté, on va dire, en début de semaine sur une éventuelle troisième vague qui pourrait arriver. Qu'en pense l'épidémiologiste que vous êtes ? Moi je pense qu'effectivement il faut être vigilant, quoi. C'est sûr que la situation actuelle est plutôt apaisée et que la deuxième vague est terminée effectivement, mais bon, dans le contexte dans lequel on est, enfin évidemment on connaît déjà les influences qu'il peut y avoir dans les différents pays. Au Brésil la situation est loin d'être calmée, aux Antilles il y a une augmentation qui est quand même alarmante. En métropole on voit également le pic de la vague qui est attendue et vraiment prévue en mars-avril, donc on voit déjà des régions qui sont fortement touchées, il y en a d'autres certainement qui vont l'être dans les prochaines semaines. En tout cas ce sont les prédictions des conseils scientifiques nationaux. Ici évidemment on n'est pas à l'abri d'une augmentation du nombre de cas à attendre dans les prochaines semaines, prochains mois. Alors quand est-ce que ça va arriver, c'est très compliqué de le dire, c'est très difficile. Bon, il y a plusieurs scénarios qui sont investigués, puis au fur et à mesure de l'évolution on affine un peu ce qui est fait, mais oui il faut être vigilant. Et puis associé à tout ça évidemment il y a la question des variants qui représente une vraie question qui inquiète les autorités de santé nationales mais aussi internationales, puisque les grandes questions, plus l'épidémie va continuer, plus évidemment il y aura l'apparition de nouveaux variants, et le risque qui fait peur, c'est que les variants échappent à l'immunité qui serait naturelle, donc conférée par l'infection naturelle ou à la vaccination, quoi. Et que donc tout recommence à zéro, exactement, en fait. Ouais. Exactement. Donc ça c'est une grande question. La bonne nouvelle c'est qu'il y a certains vaccins qui peuvent être adaptés assez rapidement, qui serait éventuellement une solution pour mettre fin au problème, mais évidemment il y a beaucoup d'incertitudes pour l'instant et tout le monde, en tout cas, observe de près la situation pour voir comment ça évolue, quoi. Ouais, on reparlera tout à l'heure de vaccination et de la campagne de vaccination qui a commencé à être menée. Du coup, beaucoup d'incertitudes, mais est-ce que déjà on peut affirmer, oui ou non, il y aura une troisième vague en Guyane, ou vraiment c'est un point d'interrogation? Ce serait surprenant qu'il n'y ait pas une recrudescence à un moment donné. Après, l'ampleur de cette vague-là est très difficile à appréhender. Ici, on est dans un département qui a été quand même assez spécifique du point de vue de la transmission, c'est-à-dire qu'il y a une très très forte transmission par rapport à ce qui se passe ailleurs. On pense que juste la première vague, on avait déjà entre 25 et 30% de la population touchée, ce qui est quand même énorme par rapport à ce qui s'est passé ailleurs. La deuxième vague a été quand même assez modérée, comme on l'a vu. Donc tout ça fait que il y a des arguments qui rendent l'évaluation un peu difficile, mais qui peuvent être plutôt bénéfiques, et on peut penser que les prochaines vagues soient un peu moins importantes du fait d'une forte population touchée, mais évidemment ça reste à prendre avec des pincettes parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes pour l'instant. Ouais, ne pas être catastrophiste et en même temps ne pas non plus baisser totalement sa vigilance. Il faut rester vigilant, je pense, et continuer à vivre avec l'idée que le risque existe. Donc ne pas là par exemple il y a eu un relâchement des mesures, donc ce qui est quand même très bénéfique pour la population, puisque on connaît ici très bien l'impact des couvre-feux qu'il y a pu avoir, etc., sur plusieurs aspects de la vie sociale. Donc évidemment c'est bien que le relâchement de la situation s'accompagne aussi d'un relâchement de ces mesures qui sont quand même assez restrictives, mais il faut rester vigilant, faire attention, maintenir les gestes barrières malgré tout, faire attention, vivre en étant conscient qu'il y a un risque nouveau qui est apparu depuis une année et qu'il faut faire attention maintenant. Le couvre-feu, justement, si on vous reçoit ce matin, c'est pour notamment cette étude que vous avez menée sur l'efficacité du couvre-feu. Déjà, pour qu'on comprenne bien, Claude Flamand, pourquoi c'est si difficile de mesurer l'impact d'une mesure comme le couvre-feu sur une épidémie comme celle du Covid-19 ? Alors, c'est une très bonne question. Alors, c'est vraiment une difficulté à laquelle plusieurs chercheurs ont pu
faire face, c'est qu'il est difficile d'évaluer l'impact des mesures parce qu'il faut attendre en général 2 à 3 semaines pour voir l'impact de la mesure sur les hospitalisations. Il faut attendre encore plus longtemps pour voir l'impact sur les décès. C'est pour ça que la dynamique du nombre de cas est souvent en décalage de plusieurs semaines avec le nombre des hospices et le nombre des décès. Et c'est vraiment la mesure la plus intéressante pour pouvoir apprécier l'ampleur du phénomène. Donc les hospices, parce qu'elle est la plus sûre, elle ne dépend pas des stratégies de dépistage. On a déjà eu l'occasion d'en parler ici. Et quand on n'a pas d'enquête de séroprévalence, on s'appuie... Alors la séroprévalence, on va peut-être préciser ce que c'est. Quand on n'a pas d'estimation de la proportion de la population qui a déjà été touchée. D'accord. Ce qui est très difficile en général à évaluer, qu'on évalue avec des enquêtes en population, où on prélève un échantillon de la population pour savoir si c'est 10, 20%, 30%, comme ce qu'on a fait ici. Je parle de ça parce que c'est très lié à l'étude dont vous faites mention. Et du coup, c'est difficile d'évaluer l'impact parce qu'il faut en général attendre vraiment 2 à 3 semaines. Entre-temps, il s'est passé d'autres choses, etc. Les stratégies évoluent aussi en permanence et du coup, il faut tenir compte de la réadaptation des stratégies. Donc, c'est en général assez compliqué. Ce qui était intéressant, et c'est pour ça qu'on a fait cette étude en Guyane, qui est quand même une étude, on va dire, princeps par rapport à ce qui était fait ailleurs, c'est que on avait à la fois une estimation de la proportion de la population qui avait été touchée, parce qu'on avait fait une enquête en population générale qui permettait d'évaluer qu'au pic épidémique, on avait 15% de la population touchée. À l'issue de la vague, on avait à peu près 25% de la population. Donc, on pouvait affiner un peu les scénarios des modèles qui permettraient d'évaluer l'impact des mesures. Parce que pour évaluer l'impact d'une mesure, il faut avoir globalement une idée de ce qu'on pourrait attendre s'il n'y avait pas eu ces mesures-là. Et pour avoir ces idées-là, les modélisateurs font des scénarios qui se basent sur... Donc d'un côté, qu'est-ce qui se passe en Guyane avec le couvre-feu, et de l'autre, qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas mis le couvre-feu. D'accord. Donc pour ça, l'Institut Pasteur a fait une étude où, en gros, on a considéré ce qui se serait passé sans qu'il y ait ces mesures-là, en regardant ce qui se passait ailleurs. D'accord. Donc en métropole notamment, on a une dynamique épidémique, un taux de sévérité, un taux de mortalité, etc., qui permet, à partir de plusieurs indicateurs, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais d'avoir une dynamique, on va dire, théorique de l'épidémie. Ensuite, on prend en compte tous les changements des mesures. Donc ici, il y a eu beaucoup de changements. Et l'étude, justement, prend en compte tous les changements qu'il y a eu ici. C'est-à-dire qu'on je l'ai encore lu tout à l'heure, votre étude, et il y a quand même un énorme paragraphe, rien que pour résumer tout ce qui a été fait en Guyane en un an. C'est pour ça que dans cette étude, il y a plusieurs auteurs. Donc les modélisateurs qui étaient à l'Institut Pasteur de Paris, qui travaillent sur les modèles nationaux. Et puis il y a les chercheurs donc, à l'Institut Pasteur, des personnes de santé publique, de l'ARS, du centre hospitalier, parce qu'il a fallu donner des éléments précis sur tout ce qui s'est passé dans les différentes mesures. Donc, on sait qu'on est sorti du confinement très tôt, la situation était assez calme. À la sortie du confinement, c'est accompagné d'une augmentation de l'activité. Il y avait l'influence du Brésil, etc. Mais en Guyane, on a gardé quand même des mesures qui étaient quand même assez restrictives après le confinement, avec un couvre-feu qui était d'abord à 23h. Ensuite, et on a regardé à chaque période de temps quelles étaient les mesures qui étaient appliquées pour voir quel était l'impact des mesures qui étaient prises sur la circulation, la transmission du virus, en comparant à ce qui serait théoriquement observé quand on regarde des modèles de diffusion classiques. Excusez-moi de vous couper, c'est pas la même efficacité selon que le couvre-feu soit à 19h ou à 23h par exemple. Alors, ça c'est très compliqué, parce ça, qu'évidemment, quand les mesures changent. Mais en gros, on regarde progressivement avec le décalage dont je parlais tout à l'heure, donc sur les hospitalisations, etc. Mais l'idée de l'étude, c'était de regarder sur le nombre d'infections. Et pour ça, on a considéré le taux de sévérité, ici, qu'on a pu appréhender grâce justement à cette enquête de séroprévalence qu'on a mis en place, j'ai eu l'occasion de venir en parler, etc., qui nous a permis de voir qu'en Guyane, le taux de sévérité était 3 fois inférieur à celui qui était observé en métropole. Donc ça permettait déjà de calibrer le modèle, puisque c'est des modèles de Dijon qui sont faits à partir du nombre d'hospitalisations et des décès, qui représentent la donnée la plus fiable, on va dire. Parce que quand vous êtes hospitalisé pour un Covid, bon, vous êtes hospitalisé, quand vous mourrez pour un Covid, il y en a peut-être qui échappent évidemment au système de surveillance parce qu'il y a peut-être des décès à domicile qui ne sont pas étiquetés, etc. Mais en général, c'est la mesure qui dépend le moins de... Alors que le nombre de personnes contaminées... Ça varie des stratégies de dépistage, etc. Donc d'un pays à l'autre, c'est pas toujours la même chose, etc. Donc on a vu qu'il y a 3 fois moins de sévérité en Guyane, ce qui s'explique par le fait que la population soit jeune, avec d'autres facteurs, etc. Et grâce à ça, on a un modèle théorique, on prend en compte les mesures et on regarde quel est l'impact sur la courbe épidémique qu'on observe ici
de la tendance, de la dynamique de ces mesures-là, avec un décalage de 2 à 3 semaines sur les hospices, de 4 à 5 semaines pour les décès, etc. Et là, on a vu que globalement, donc évidemment, il y a comment dire ça, à chaque semaine on regarde ce qui se passe, mais globalement on a pu y réduire avec l'ensemble de ces mesures-là. D'accord. Et c'est là que c'est pas que le couvre-feu, quoi. C'est-à-dire que dans l'étude, c'est très bien expliqué, il y a à la fois le couvre-feu, mais il y a aussi toutes les autres mesures qui étaient mises en place de façon parallèle. Les établissements scolaires qui étaient fermés. Exactement, les bars et les restos étaient ouverts mais uniquement en terrasse, la fermeture des lieux de culte, la fermeture des cinémas. Mais c'est pas le couvre-feu uniquement en tant que couvre-feu. Nous, on n'a pas pu distinguer, l'étude n'a pas permis de distinguer ça. Alors évidemment, on a beaucoup parlé de ça en métropole dans un contexte où il fallait mettre en place un couvre-feu en métropole, pour prendre l'exemple de la Guyane, mais dans l'étude en tout cas qui a été menée, c'est vraiment l'ensemble des mesures qui étaient considérées, quoi, parce que c'était très difficile de savoir si c'était plus le couvre-feu, si c'était plus la fermeture des écoles, la fermeture des frontières terrestres, même si bon ça... Ou les uns pris avec les autres au final. Exactement. Donc c'était l'ensemble des mesures qui étaient prises globalement qui impactaient qui serait théoriquement observé s'il n'y avait pas eu toutes ces mesures-là. Donc on est passé en fait d'un taux de reproduction qui permet d'apprécier la dynamique de l'épidémie qui est à 1,7. Donc le taux, quand il est supérieur à 1, ça veut dire qu'on est en situation ascendante d'épidémique, et quand il est inférieur à 1, ça veut dire qu'on diminue au cours du temps. Donc l'objectif, c'est de ramener ce taux de reproduction le plus proche de la valeur 1 pour qu'il n'y ait pas une dynamique qui soit trop explosive. Et on a pu ramener, grâce à la succession de ces différentes mesures-là, le taux de reproduction de 1,7 à 1,1, ce qui représente une diminution de 3. Et ce qui était suffisant pour pouvoir éviter la saturation des services hospitaliers et des services de prise en charge en général, quoi. Ça, c'était pour le couvre-feu. Autre moyen, évidemment, de lutter contre l'épidémie, Claude Flamand, c'est le vaccin, la campagne de vaccination qui a commencé depuis le mois de janvier sur le territoire. Campagne très timide, hein. Les critères de sélection ont dû être étendus parce qu'il n'y avait pas assez de monde qui venait se faire vacciner. Les derniers chiffres montrent qu'on est toujours entre 1 et 2% de la population à peu près qui a reçu au moins une dose du vaccin. Du coup, l'Institut Pasteur lance une étude pour comprendre les raisons de cette réticence. Cette étude, elle va commencer. Est-ce qu'elle a commencé ? Comment est-ce que ça va se passer ? Alors, cette étude, elle commence lundi. Ça fait plusieurs semaines qu'on prépare un peu cette étude et qu'on essaie de trouver la meilleure façon de le faire. Elle démarre lundi, elle va se faire en ligne, elle sera ouverte à tous les individus de plus de 18 ans qui habitent en Guyane. Donc on va passer l'information sur évidemment le site de l'Institut Pasteur sur lequel on pourra répondre à ce questionnaire-là, mais aussi sur tous les réseaux sociaux. Et l'objectif vraiment de cette étude, c'est de comprendre ce que les gens pensent de la vaccination. Pourquoi ils envisagent de se faire vacciner, pourquoi ils envisagent de ne pas se faire vacciner, quelles sont leurs inquiétudes, etc. Et d'étudier vraiment les profils d'individus qui sont inquiets par rapport à ça, qui sont très réfractaires, qui sont favorables à ça, pour pouvoir comprendre quelles sont les opinions de la vaccination en Guyane. Parce que c'est intéressant de mettre en place une campagne de vaccination, parce que on pense que c'est vraiment une solution qui va permettre d'endiguer l'épidémie. Par contre, comprendre vraiment quel est l'avis de la population, où sont situées les personnes qui sont les plus favorables, les plus réfractaires, etc., ça peut permettre d'adapter un peu les messages d'information, de communication, expliquer mieux. On va demander par exemple aux personnes qui ne souhaitent pas se faire vacciner pourquoi elles ne souhaitent pas se faire vacciner. Est-ce que c'est parce que elles pensent que le vaccin n'est pas suffisamment efficace? Est-ce que c'est parce que le vaccin n'est pas suffisamment sûr? Elles ont peur des effets secondaires? Et là, pour le coup, vous n'avez aucune donnée pour l'instant? Pour l'instant, il n'y a aucune donnée. Alors, il y a des enquêtes qui sont menées depuis plusieurs mois au niveau national, qui étaient déclinées dans les territoires d'outre-mer, à l'exception de la Guyane et de Mayotte, malheureusement. Pourquoi? Parce que, en gros, ces enquêtes-là, en général, s'appuient sur des panels d'opinions qui sont déjà mis en place avec des personnes qui ont accepté préalablement de répondre à des questions, des sondages d'opinion. Donc c'est complètement anonyme. On pose la question aux individus, ils répondent à un questionnaire en ligne qui prend à peu près 5 minutes. Mais par contre, en Guyane, malheureusement, l'enquête n'était pas déclinée. Et même dans les territoires où c'était décliné, on n'a pas encore vu de résultats parce que pour l'instant, il n'y a pas une représentativité, il n'y a pas suffisamment de personnes qui ont répondu. Donc nous, en Guyane, on s'est dit, vu que c'est vraiment quelque chose d'intéressant et d'important, à mon avis, à comprendre pour déjà optimiser un peu les messages qui sont faits. Oui, sur le Covid-19, mais aussi sur les autres épidémies qui auront lieu certainement dans les années à venir. Exactement. Alors, l'enquête est ciblée sur les intentions vaccinales liées au Covid-19, mais dans le questionnaire, il y a des questions sur les opinions, la vie en général des personnes par rapport à la vaccination, quoi. Pour déjà essayer de comprendre. Donc, on connaît les niveaux de couverture vaccinale en Guyane, pour la fièvre jaune, pour d'autres vaccins.
Mais on n'a pas, jusqu'à présent, à ma connaissance, étudié qu'est-ce que les gens pensent de la vaccination. Est-ce qu'ici, ils sont pour, contre? En Guyane, on sait que, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, le taux de sévérité est moindre par rapport à ce qui se passe ailleurs. Parce que la population est moins jeune, c'est ça? Plus jeune, parce que la population est plus jeune, pardon. Est plus jeune. Et du coup, forcément, je pense que les gens... que les gens aient des difficultés à appréhender le bénéfice de la vaccination, en Guyane, c'est pas non plus très étonnant parce que les gens ont compris que les facteurs de risque, c'est sur l'âge aussi. Et quand on est jeune, on a peu de chances de mourir d'un Covid. Donc forcément, l'appréciation du bénéfice de la vaccination, il est à prendre en compte dans sa globalité. Ça veut dire qu'on va s'intéresser à plusieurs déterminants, donc plusieurs facteurs, l'âge, le sexe, la grande zone géographique dans laquelle on se trouve, par exemple. Est-ce qu'il y a des... Pour savoir ce qu'on pense du vaccin en fonction de qui on est. Exactement. En fait. Est-ce qu'on est en contact avec du public dans son activité professionnelle? Est-ce qu'on est un professionnel soignant en contact avec des patients malades? Enfin, il y a une multitude d'informations, donc il ne faut pas que les gens soient surpris qu'il y ait des questions qui dépassent le champ de la vaccination, parce qu'on veut comprendre en fonction de quel profil on a tel ou tel avis sur la vaccination. Donc on commence lundi, ce seront des vagues qui seront répétées, des vagues de 2 semaines, et on va diffuser l'information à toute la population avec un questionnaire de 5 minutes, je disais, pour comprendre qu'est-ce que les gens pensent, est-ce qu'ils ont l'intention de se faire vacciner, est-ce qu'ils n'ont pas du tout l'intention de se faire vacciner, de façon complètement neutre, quoi. L'idée, c'est pas de faire la promotion de telle ou telle démarche, c'est de juste comprendre, en fait, ce que les gens pensent, quel est leur avis, qu'est-ce qu'ils n'ont pas bien compris, etc. Neutre, anonyme et gratuit ? Gratuit, complet. À partir de lundi. Très bien. Merci beaucoup, Claude Flamand, de l'Institut Pasteur de Guyane. Vous étiez avec nous ce matin pour revenir sur à la fois la campagne de vaccination dont on vient de parler, mais également sur l'efficacité du couvre-feu. Merci à vous. Bonne journée. Radio